casseurs de cailloux ne sont ni des cantonniers, ni des travailleurs du bâtiment. Ce sont des producteurs de lait. Chaque action vise à mettre en lumière une des revendications. Nous voulons absolument rechercher des conditions de travail meilleures, une meilleure organisation. Rien ne peut les arrêter. On peut s'expliquer sur la notion de plus heureux ou moins heureux des anciens par rapport à nous. Hein. Ça, le bonheur, c'est autre chose alors là. C'est bien la grande distribution qui est dans le collimateur des manifestants et l'absence de marge pour les agriculteurs. Oui, mes poules. Oh ben. Oh ben. On nourrit le pays aujourd'hui et on est considérés comme des sous-merdes. Aucun répit dans la mobilisation des agriculteurs. Dans l'Hérault, le parking de ce supermarché est littéralement labouré. J'ai toujours été pour le progrès. Toujours d'avant-garde, moi. Derrière, je ne regarde pas, mais devant, toujours. J. Perret, je suis évidemment heureux de te voir. Tu étais là il y a 1 an pour une fiction. Là, tu es là pour un documentaire qui est incroyable. Enfin, moi que j'ai vu, j'étais scotché. D'abord, je voudrais te féliciter pour ta campagne de promo parce que bloquer toute la France comme tu l'as fait, comment tu t'es débrouillé quoi, avec la FNSEA et tout ça J'ai beaucoup d'amis agriculteurs et c'est vrai que ça fait 6 mois qu'on prépare la sortie du film avec eux et ça c'est bien, le timing bien est plutôt goupillé, bien réglé. Ouais. Non, donc c'est un film, ce que je te disais avant, il y a un côté feel-good movie, quoi. C'est un film qui est émouvant. Enfin, tu racontes sur 3 générations la vie d'une ferme qui est la ferme des Bertrands, qui sont tes voisins, qui est prise par 3 frères. Et ce qui rend ce film absolument magique, c'est de les voir vieillir, c'est de voir le temps. Tu démarres ton film avec une image on pourrait dire Hélène et les robots. Hélène étant la propriétaire de la ferme, elle vient d'acheter des robots qui traient les vaches. De toute façon, il y a le robot partout, maintenant dans les usines et tout, ce qui remplace des hommes, pourquoi pas qu'ils nous remplaceraient pour frères, hein. C'est bien, hein. Et tu termines ton film sur un passage de relais avec la 4e génération. Et entre-temps, tu nous racontes une histoire... une histoire d'une terre, quoi, une histoire de gens qui se l'approprient. Il faut dire que toi, tu es le voisin de cette ferme. Ouais, c'est ça. Moi, je suis né, j'ai grandi et j'habite toujours dans ce petit hameau de Quincy où on est une 60aine d'habitants et la ferme est à peu près à... Il faudrait que je mesure précisément, mais ça doit être 70 mètres. Donc, on est vraiment très, très proche depuis tout petit, quoi. Et donc, c'est d'ailleurs une des forces du film, c'est cette proximité, cette complicité entre vous, le fait qu'ils soient très nature quand ils sont avec toi. En fait, il y a 3 matières dans le film. La première, c'était un documentaire fait par Marcel Trias. Oui, c'est ça. En 1972, il était venu filmer déjà les 3 frères Bertrand à une époque où ils étaient déjà novateurs. Et en fait, ils avaient choisi de faire... Ils étaient les premiers à faire une étable à côté de la maison traditionnelle, parce qu'habituellement, moi, quand j'étais gamin, dans le hameau, il y avait 8-9 maisons, il y avait des vaches dans la maison, enfin, dans l'étable, dans la même maison. Et eux, ils construisaient une étable en stabulation libre. Donc, Marcel Triet était venu les voir dans le cadre d'un... C'est quoi la stabulation libre ? C'est que les vaches circulent librement dans l'étable, ce qui se fait beaucoup maintenant, mais à l'époque, ça ne se faisait pas. À l'époque, les vaches, elles étaient à la tâche, elles ne bougeaient pas pendant tout l'hiver. Et donc, Marcel Triet était venu les voir déjà à cette époque-là. Et puis moi, après, j'aurais consacré mon premier film documentaire, mais vraiment à un moment donné où je connaissais rien. Enfin, même le mot documentaire, je ne connaissais pas. C'est seulement quand j'ai fini le film qu'il y a un copain avec qui je faisais de caméraman, et il me dit « Mais ça, c'est un documentaire que tu as fait ?» Je dis « Bon, ok. » C'était en quelle année, ça ? En 97. C'est ton tout premier ? Tout premier, ouais. Et j'avais choisi de filmer les frères Bertrand sur une année,
au moment où ces 3 frères célibataires passaient la main à leur neveu Patrick et sa femme Hélène. On n'a pas cherché ailleurs, On n'a pas cherché ailleurs que dans notre famille. Parce que Patrick Patrick était intéressé. était toujours... on sent depuis très longtemps que Patrick était intéressé. Alors, si on avait cherché ailleurs, il aurait pris un très mauvais côté, hein, ça c'est sûr. Et je les avais filmés sur 4 saisons avec la narration des petites filles, en voulant faire un film vrai. Alors c'était peut-être un peu prétentieux à l'époque, mais en tout cas le plus simple possible. Pas de commentaires et un regard à hauteur d'homme, pas d'analyse, mais qu'eux s'expriment sur leur vie, leurs regrets, leurs choix, leurs satisfactions, leur à la déception. Depardon, un peu, t'étais inspiré Ouais, par... Depardon, j'aime plutôt bien ces films, mais sauf que moi, ma forme de tournage, c'est que je suis avec eux, je bouge, et que j'interviens. Et lui, il travaille plus en photographe où il pose son cadre et ça se passe dedans. Et puis, en filmant quand même une agriculture qui fonctionnait déjà plutôt pas mal à l'époque et qui fonctionne bien aujourd'hui. C'est un peu la spécificité du paradoxe, surtout quand on entend l'état de l'agriculture aujourd'hui en France, c'est quand même dans une situation dramatique. Enfin, quand tu vois quasiment un suicide par jour d'agriculteurs, il y a quand même un sérieux problème. Mais nous, on est dans une zone d'appellation d'origine protégée, de Reblochon. Et donc, ce qui fait que, en fait, le lait est payé aux producteurs 2 fois plus cher qu'aux agriculteurs de plaine. Donc, eux vivent bien, mais ils vivent bien grâce à cette mesure de protectionnisme, puisque dans AOP, il y a protection, appellation d'origine protégée. Et en fait, c'est une mesure antilibérale. On définit une zone géographique sur laquelle on ne va pas mettre le lait en concurrence avec le lait de plaine, de Pologne, d'Allemagne, de je ne sais où. Mais par contre, on met des règles de production qui sont contraignantes, beaucoup de règles qui contribuent à respecter le territoire et qui contribuent à donner une haute valeur ajoutée au fromage et surtout qui contribuent au fait que ces paysans vivent dignement de leur travail. Oui, d'ailleurs, c'est le paradoxe parce qu'aujourd'hui, tu vois bien dans les critiques qui sont faites, y compris par la FNSEA, c'est de dire il y a trop de règles. Ah oui, bien sûr. Après, moi, je comprends. Je veux dire, je comprends les agriculteurs qui vont dehors aujourd'hui. Je veux dire, s'ils vont dehors, déjà, il y a une question de revenu, mais il y a aussi une question de dignité, une question de besoin de reconnaissance. Et au moins, ça permet de mettre des problématiques sur la table. Donc je les comprends. Puis, c'est sûr que si tu es producteur de plaine, qu'on te met en concurrence, on te met des règles supplémentaires, puis on te met en concurrence avec d'autres qui n'ont pas les mêmes règles, qu'en plus tu es étranglé par les prêts, il y a de quoi devenir dingue. Ouais, donc qu'est-ce que tu demandes en premier ? Tu demandes d'enlever les règles. Et par contre, je ne pense pas que ce soit très porteur d'avenir pour l'environnement, et ça ne correspond pas non plus aux attentes du consommateur. Mais c'est pour ça que moi, j'ai plutôt tendance à dire, je m'inspire un petit peu de cette idée des AOP, c'est plutôt plus de règles dont ils ont besoin, les agriculteurs partout, mais c'est des règles dans le commerce international, c'est-à-dire de réguler et de ce protectionnisme local, d'essayer de protéger, parce que tu peux pas, tu vois bien, que ce soit Macron et compagnie, ils vont tous au salon de l'agriculture pour se glosser à la gloire des AOP, des bons produits et tout ça, qui sont des systèmes protectionnistes. Et puis le lendemain, ils vont signer des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, avec le Mercosur, le Canada. Donc il y a un problème. Mais j'avais noté à un moment donné, je crois que c'est Hélène qui dit ça, mais peut-être je me suis trompé, elle disait que Lactalis achetait aussi leur lait. Ouais. Oui, parce qu'en fait, je pense bien que même si le film est plus universel que des questions économiques, on ne rentre pas tellement dans les chiffres, mais c'est intéressant à Blast de parler de ça, c'est que Lactalis, comme tous les grands groupes, ils ont bien compris qu'à un endroit où il y a de la richesse qui se produit, ils vont venir se nicher sur cette zone pour extraire la plus-value et que ce soit eux qui en profitent. Donc ça, il y a longtemps qu'ils ont compris. Notre lait, il part pour faire du reblochon. Nous, on est Fermi Savoyard, la plus grosse coopérative de Haute-Savoie. Mais on a un partenariat avec Pocha, mais Pocha, c'est Lactalis qui a racheté. Et heureusement, dans le cahier des charges Reblochon, ils ont plafonné à 50%. Un seul propriétaire ne peut pas produire plus de 50% de Reblochon. Mais ça veut déjà dire que Lactalis produit 50% de Reblochon. Donc, est-ce que c'est Lactalis qui achète le lait des Bertrand, qui le revend? Non, alors tu sais, c'est comme, tu es bien placé pour savoir comment ça se passe dans la finance, c'est que les Bertrand, ils sont dans une coopérative, ils se sont mis dans une coopérative il y a longtemps, qui a grossi, puis la coopérative s'est fait racheter, puis la coopérative, elle fait un accord de partenariat commercial avec une autre boîte de Reblochon qui s'appelle Pocha, et Pocha est détenue par Lactalis. Donc, de fait, tu te retrouves dans une espèce de... Ouais. Et tu te retrouves à indirectement
livrer ton lait à Lactalis alors que c'est pas ton choix d'origine. Après, il y a encore une spécificité, c'est que comme il y a une petite coopérative indépendante à côté de chez nous dans laquelle il manque de lait, là, le lait des Bertrands, ils ont quand même réussi à avoir un accord pour que le lait des Bertrands est quand même fabriqué dans une coopérative indépendante. Donc, qui fabrique du reblochon. Qui fabrique du reblochon. En gros, chez nous, tout le monde quasiment fabrique du reblochon parce que c'est rémunérateur. Ouais, d'accord. Et quand tu parles des AOP, est-ce que ça veut dire que partout où il y a des AOP, ça se passe bien ? C'est-à-dire, il n'y a pas que le reblochon, mais est-ce que c'est spécifique ? Globalement, c'est quand même là où ça va le mieux, puisque ces AOP garantissent un niveau de revenu aux agriculteurs supérieur. Et c'est bien pour ça aussi qu'il faut que les AOP aussi se battent pour garder un haut niveau d'exigence, parce que faudrait pas que la technologie, toi, tu parlais des robots tout à l'heure et tout, ce soit un prétexte pour qu'on diminue le cahier des charges, et puis que finalement, les produits soient un peu plus concurrentiels, qu'il y ait moins de différence avec le reste. Ce qui se passe dans certaines régions d'AOP, où justement les grands groupes, pour produire plus, ont tendance à diminuer le niveau d'exigence, et ça, c'est très, très dangereux. C'est ce qui se passe notamment sur le Roquefort, où justement, il y a une mainmise et des pressions pour faire baisser le cahier des charges du Roquefort, ce qui fait que l'AOP est mise en danger, quoi. Ce qui fait aussi la spécificité de ce coin de Haute-Savoie, c'est c'est une réflexion que je me suis faite à la fin du film, quand je ne sais plus lequel des frères parle du coût de l'immobilier et du fait que tout autour de chez vous, les Suisses ou les gens, les résidences secondaires fleurissent, c'est que le coût de l'art ou de l'hectare grimpe. Là, tu es sur le plan de toutes les parcelles qu'on exploite. On a la chance d'avoir quasiment tout autour du siège d'exploitation. Tu vois, ça fait que pour la région, c'est super. Du coup, aujourd'hui, comme ça, bâti à tout va, on a vraiment de la chance sur ça. Ça, c'est les anciens qui sont bien travaillés. Donc, ce qui veut dire que eux, par exemple, si c'était des gens intéressés par l'argent et qui en avaient rien à foutre, ou si leurs descendants sont ça, leurs hectares, je sais pas, il y en a un paquet quand même. C'est quoi ? C'est une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares. Ils leur vendent, ils sont propriétaires d'une fortune immobilière. En même temps, c'est ce qu'on raconte un petit peu dans le film, puisqu'on s'installe dans le temps long. Il y a tout ce discours assez philosophique de la part des trois frères sur le besoin de laisser une nature propre. Ils sont incroyables. Enfin, c'est quand même le dire. C'est quand même des personnages qui se disent. J'ai noté des phrases. Nous sommes ennemis de la médiocrité. C'est ce qu'il dit au début. Des philosophes, le sens de la vie. Est-ce qu'on était plus heureux avant qu'aujourd'hui ? Enfin, est-ce que il y a beaucoup de réflexions sur la vie. Et eux, en fait, le travail d'une vie. Parce qu'ils se sont rincés au travail, cette génération-là que je filme en 1997. Ils n'avaient pas de capitaux pour financer leur Ils ont tout fait par le travail, et en espérant se moderniser, en espérant se libérer du temps, éventuellement trouver une femme. Et bon, l'échec à ce niveau-là est constaté par André, qui a une phrase terrible où il dit c'est un succès sur le plan économique, mais c'est un échec sur le plan humain, puisqu'ils n'ont pas construit de famille. C'est quand même une certaine réussite, oui, sur le plan économique, mais à part ça, c'est un échec sur le plan humain, puisqu'on a su faire que ça. Alors, je pense pas qu'il y a de quoi être fier, je pense pas. On a fait notre route comme le destin nous l'a dessiné, mais il y aurait peut-être eu mieux à faire. C'est pas logique et c'est pas du tout la chose à laquelle j'avais pensé un instant. Moi, je me voyais tout jeune, je me voyais pas autrement que faire comme tout le monde, fonder une famille, surtout que j'aime terriblement la compagnie. Mais le boulot, on a décidé autrement, on a tellement été accaparé, et puis l'ambiance de l'époque était tellement à l'exode rural que ça ne te venait même pas l'idée de vouloir essayer de chercher à en fonder une de famille, parce que tu savais très bien que tu serais incapable de la faire vivre comme les autres et que ce serait obligatoirement le drame, ça irait pas. Mais en même temps, ils ont construit une ferme qui est un bel outil de travail, on peut dire maintenant. Et leur travail, ça a été aussi de rassembler toutes ces terres autour du village et de les faire classer en terre agricole. Donc on ne peut pas construire. Ah, on ne peut pas construire. Voilà, elles sont classées. Et ça, c'est pour préserver les fermes. Mais c'est sûr que la pression immobilière, tout autour en Haute-Savoie, il y a 10 000 habitants par an en plus en Haute-Savoie. Donc, parce qu'il y a du boulot. Dans la vallée de l'Arve, c'était le sujet de reprise en main de la fiction de l'an dernier. Dans la mécanique de précision, il y a des gens qui viennent travailleurs frontaliers pour aller travailler à Genève,
Il y a les stations de sport d'hiver au-dessus, donc du coup, il y a eu beaucoup de gens qui viennent se masser sur ce territoire, donc la pression foncière est importante. Alors comment, Reprise en main, donc c'est le film qui est sorti au cinéma l'an passé, il a fait combien d'entrées au final ? Un peu plus de 100 000. C'est très bien. Oui, à l'époque, vraiment, et on peut d'ailleurs remercier les téléspectateurs de Blast et enfin tous ceux qui suivent ce qu'on fait, parce que c'est vrai que c'est vraiment les gens qui sont venus voir le film qui ont permis au bouche à oreille de marcher et qui fait qu'on s'en est plutôt bien sorti dans une période où on était encore en sortie de Covid. Donc là, je parle de toi à titre personnel, dans ton parcours, c'est-à-dire que tu peux passer, tu te dis pas plus réalisateur de fiction que de documentaire, tu peux passer de l'un à l'autre. Ouais. Pour beaucoup de gens, la fiction, c'est le Graal, c'est le piédestal sur lequel Moi, non. C'est plutôt en fonction des sujets que j'ai envie de traiter que de temps en temps, la fiction s'y prête mieux, de temps en temps, le documentaire s'y prête mieux. Voilà, là, on prépare une deuxième fiction, mais je reviendrai toujours sur le thème de la sociale. Le travail, en tout cas. Ouais. Comment, qu'est-ce qui t'a... Tu t'es réveillé un matin, tu t'es dit, je vais reprendre mon histoire de Bertrand, me ferme des Bertrand, et je fais un tome 3, je vais mélanger tout ça. Comment c'est venu avec Marion, ta co-scénariste, qui a coécrit avec toi, ta compagne aussi, oui. Ouais. Est-ce que comment en fait, on avait ce film qui existait de 1997. Alors même si je connaissais rien à rien à l'époque, parce que j'étais caméraman pour les autres et que voilà, ce film quand même, il a été primé dans quelques petits festivals. Il a eu un grand succès, mais très très local. Donc en fait, personne l'a vu. Et donc on avait envie de ressortir ce film de 1997 en se disant maintenant on s'y connaît un petit peu mieux quand même dans le domaine du cinéma. Et puis à un moment donné, Hélène que je filmais en 1997, qui rentrait dans la ferme, elle nous dit maintenant c'est à moi de partir à la retraite et on envisage de me remplacer par des robots de traite. Alors là on s'est dit c'est le moment de reprendre la caméra. On retourne 1 an avec eux. Et on mélange toutes les périodes pour pas en faire un film chronologique, mais pour montrer à la fois ce qui est immuable, à la fois ce qui change, et puis de voir comment les périodes se répondent pour en faire un film finalement sur la vie en général. Le lavage va se brancher grâce à une caméra 3D 5G et on va avoir le lavage, le séchage, la stimulation et la traite. Alors, il y a une tristesse aussi, c'est-à-dire c'est un film qui est à la fois gai et triste, parce que ce qui est tragique, c'est la mort des protagonistes, quoi. Les 2 frères qui ont usé leur vie, qui ont cassé des cailloux, et qui enfin prennent leur retraite, ils décèdent tous les deux. Il y en a un qui est mort tout de suite, je sais plus, Joseph, Jean et enfin j'ai plus leur prénom. Jean et Joseph. Ouais. Et puis il en reste un qui est André, qu'on voit très costaud au début, puis à la fin, il a quel âge maintenant ? Il a 88 ans, donc il est cassé par le travail. Ouais, il est un peu voûté. Plié en 2, et voilà, on voit qu'à un moment donné, il dit, en 97, il dit « Oh, tu sais, le travail ne tue pas ». Mais enfin, quand tu regardes l'image, il est déjà bien usé. Il est un peu voûté. Ouais. Ça ne tue pas, mais ça use, quoi. Et c'est un philosophe, quoi. C'est quelqu'un qui je ne sais pas quel est son niveau d'études. Certificat d'études, toute la génération d'agriculteurs. Il a une sorte de toi, c'est ton voisin, tu le connais bien, mais quelle beauté, quelle bonté, quelle philosophie de vie, quelle tolérance. Ta question est intéressante, parce que c'est vrai que pour beaucoup de gens, les agriculteurs, ils savent pas bien s'exprimer, ils sont pas. Et en fait, là, tu fais la démonstration en donnant du temps à quelqu'un que c'est pas parce que tu n'as pas fait d'études que tu es un idiot et que tu ne te cultives pas après. Lui, il a acquis une tonne de savoir par l'expérimentation, mais aussi par les lectures, par les échanges. Et c'est quelqu'un qui a un niveau de langage aussi qui est remarquable. Ouais. Et tout en étant allé à l'école jusqu'à l'âge de 14 ans. Et j'aime bien casser un peu ces clichés, parce que même André, qui évidemment, il a les grandes moustaches, il a tous les critères un peu discriminants par l'image. Quand tu le vois, tu dis, putain, le pauvre gars, il n'a pas bougé de son village, ça doit pas être... Puis en fait, tu lui donnes du temps, et il déroule toutes ses analyses sur la vie, et tout en travaillant et tout, et tu vois le niveau d'intelligence du gars, quoi. Et la famille a ça, quand même. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur toutes les générations, ils ont quand même cette intelligence, cette vivacité d'esprit, de réflexion, de savoir qui on est, à quoi on sert, vers quoi on veut aller, etc. Il y a à l'heure où en France, on voit monter les haines, les extrémismes, le racisme, enfin, je ne vais pas te faire un panagérique de ce pays. Là, tu as ce truc de la bonté, de la générosité, de la tolérance. Et pourtant, c'est des paysans, c'est des mecs qui bossent, c'est des mecs qui
qui sont, en fait, ils tiennent des propos d'une certaine manière assez politiques. Je sais pas ce qu'ils votent, je sais pas s'ils sont d'ailleurs, ils peuvent être à droite ou à gauche, j'en sais rien, mais il y a quelque chose dans le partage et il y a pas la peur de l'autre, il y a et c'est un message finalement que le film délivre. Et t'es un peu incongru, toi, peut-être dans ce qui se passe en ce moment médiatiquement autour de la révolte des agriculteurs, du rôle. Comment je t'ai vu, tu passes un peu dans les plateaux de télé, quoi. Et les gens oublient peut-être que tu as fait un film sur Mélenchon, que tu es quand même engagé, non pas comme militant, mais comme citoyen. Mon œuvre, faut pas trop non plus se la péter, mais en tout cas, mes films traitent d'une manière générale des questions sociales et des questions du travail. Donc là, on sent qu'encore là-dedans, mais c'est sûr c'est un film peut-être plus personnel. Et il est peut-être moins politique au sens politicien du terme, mais par contre, on raconte quand même l'évolution d'un métier, des conditions de travail, etc., etc. Mais c'est sûr que je vois bien dans les médias comme je suis reçu aujourd'hui, plus 4T dans Télérama, donc c'est la gloire, tu vois. Et je me souviens aussi que quand j'étais reçu dans les médias, quand j'avais fait le film sur Mélenchon, ou même le Jeu du soleil sur les Gilets jaunes, les journalistes, c'était comme ça, tu vois. Et là... tu vas à Radio France, tu vas à France Télévisions, c'est super, c'est beau, c'est super. Moi, j'ai l'impression de faire le même métier et de filmer à la limite Mélenchon comme je filme André. Je veux dire, j'ai la même technique, je suis tout seul, souvent proche, et puis je m'intéresse aux gens et pas au discours, surtout pas de discours. Tu vois. Non, mais je vois bien. Est-ce que tu as l'impression que tu as fait beaucoup de débats, là, t'es passé dans plusieurs médias. Est-ce que tu as l'impression que ta parole est dissonante? Est-ce que tu peux t'exprimer? Est-ce que comme tu y vas, là, j'imagine, ça faisait longtemps que tu n'y étais pas allé. Est-ce que tu sens qu'il y a une sorte de pression pour faire passer un message de soutien au gouvernement, comment tu vois, toi, l'avenir de l'agriculture par rapport à ça? Comment tu peux te... Moi, clairement, je sais à peu près où je mets les pieds et pourquoi j'y mets les pieds. Donc, j'ai un message à faire passer, déjà sur la sortie du film, quand même. Et puis, essayer de porter quand même un message d'espoir et de montrer aussi une histoire qui va bien. Il faut aussi raconter les histoires quand elles vont bien, parce que c'est ce qui donne espoir aux gens. Parce que je veux dire, si tu déprimes tout le monde tout le temps, c'est pas comme ça que tu fais des militants et c'est pas comme ça que tu fais des gens qui se redressent, quoi. Parce que moi, on en pense qu'on en veut des paysans, mais moi, qu'ils aillent dehors, c'est un peu comme ça aussi sur les Gilets jaunes, qui crient leur colère, leur révolte, je trouve ça plutôt sain. Après, bien sûr, il y en a qui disent c'est les fachos, les machins et tout, mais moi, déjà, il n'y a pas que ça, parce que l'agriculture française, c'est hyper divers. Et je trouve que quand on souffre, il n'y a rien de pire que... Enfin, il vaut mieux aller bloquer un péage que se mettre au bout d'une corde, quoi. Donc, et puis surtout, ça permet de mettre les problèmes sur la table. Moi, je suis franchement content. Je veux dire, j'ai vu quand même des débats quand même à la télé, même si on sait à peu près comment marche la télé de grande audience, mais où on pose la question quand même de la grande distribution. Enfin, si tu mets en parallèle des citoyens qui payent 10% de plus leur nourriture, les agriculteurs qui voient leur revenu baisser de 10%, puis tu vois, pendant ce temps-là, la grande distribution se gave, il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour savoir où est le problème. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Ou même sur la question du traité de libre-échange, qui est quand même remis en cause. Alors, tu as Gabriel Attal aujourd'hui qui fait le mariole, qui dit « Je vais m'opposer contre l'accord du Mercosur », alors que c'est les mêmes qui préparaient cet accord depuis plusieurs années. Ouais. Mais justement, c'est à ce propos, est-ce que tu as l'espoir que le rapport de force qui est un petit peu en train de s'installer, j'allais dire malgré la FNSEA et la coordination rurale, je dis malgré parce que j'ai l'impression qu'ils jouent une sorte de double jeu, peut-être je me trompe, mais que ce rapport de force peut permettre de changer les choses. Comment tu vois ce rapport de force qui est en train de se créer? Est-ce que tu penses que... Pour l'instant, les seules réponses qui sont amenées par le gouvernement, c'est quand même de tirer vers le bas l'exigence environnementale. Donc j'espère que ça aboutira à autre chose que ça. Après, j'essaye d'être optimiste. Je pense que quand on met des problématiques sur la table, c'est bien. Et c'est bien d'écouter des fois les réponses qui sont données, mais des fois les réponses sont un peu à court terme. Ça conscientise quand même un petit peu les consommateurs et les citoyens sur ce qui se joue. Et ce qui se joue, c'est quand même de nourrir les gens. Donc de toute façon, sur cette question agricole et sur la question alimentaire, il y a des choix qui vont devoir être faits. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir nourrir 8 milliards de gens, donc c'est comment on organise tout ça. Et c'est pas le libre marché qui va permettre de le faire. Donc c'est quelles règles on met, où on les met pour pouvoir nourrir tout le monde, parce que sinon l'histoire, elle va mal finir. Donc de mettre ces questions-là, ça conscientise quand même, je pense, un peu les gens sur l'urgence de traiter de ça. Puis je suis plutôt content que tous les syndicats, finalement, soient
quand même présents, bougent un petit peu, parce qu'il y a quand même, quand même un esprit particulier chez les agriculteurs et que chacun essaye quand même de poser ses arguments. Pour l'instant, c'est vrai que les réponses qui sont données, c'est pas ce que je souhaiterais, parce que je pense que les paysans, ils ont besoin d'être protégés, tout simplement. Et c'est pas en dérégulant, enlevant des règles qu'on va les protéger. Moi, j'ai lu pas mal ces derniers temps là-dessus. Dans les lectures que je fais, il y a cette idée que ce gouvernement, comme l'Europe, serait en train d'inventer une agriculture, une e-agriculture, tu sais, avec des grandes propriétés, avec des fermes-usines, avec des choses comme ça. Mais comme il y a des écolos, il y a tout ça, donc mais il y a les papiers que je lis sont assez pessimistes sur l'avenir. Et là, cette révolte et Macron et les libéraux, enfin, qui sont au pouvoir, au fond, on n'en a rien à foutre des paysans. Enfin, j'ai un peu ce sentiment. Et que là, le rapport de force a l'air médiatiquement de pousser, on va dire, la paysannerie, entre guillemets, mais qu'en fait, ils sont là. Non, c'est sûr que c'est pas gagné, et c'est pas, encore une fois, c'est pas dans le sens où ça a l'air d'aller que viendra la solution. Enfin, je crois pas. Après, il y a aussi, je crois, beaucoup d'agriculteurs qui se font embarquer sur le discours dominant de la FNSEA, mais qui s'y retrouvent pas vraiment. On voit bien que la direction de la FNSEA, en tout cas, était très satisfaite de samedi dernier, quand il y a eu les premières annonces. C'était la bonne occasion pour rentrer. Mais c'est la base qui pousse. Donc tant que ça brasse un petit peu comme ça, je pense qu'on peut éventuellement voir émerger des choses. Mais ça, c'est mon côté optimiste. Ouais. Mais pour revenir à ton film, d'ailleurs, tu as une idée de ce que les Bertrand, enfin cette jeune génération, ou même André, si tu l'as eu dans le mois écoulé, ce qu'ils pensent de ce mouvement, enfin, globalement, dans le monde agricole, il y a quand même une empathie. Une empathie puis une solidarité. C'est vrai qu'il y a une identification à ce groupe sociologique qui est quand même vachement forte. Et donc, globalement, les Bertrand, ils soutiennent le mouvement parce que voilà, ils appartiennent quand même à ce groupe social-là, tout en étant conscients qu'eux sont privilégiés par rapport à ça. Et donc, ils sont aussi contents parce qu'eux se plaignent aussi d'avoir trop de dossiers à remplir, trop de trucs compliqués pour la PAC. Évidemment, ils ont la PAC aussi, ils ont toutes ces choses-là. Donc, ils demandent aussi de la simplification. Après, c'est sûr qu'ils demandent aussi d'être protégés. Et c'est pas forcément, c'est marrant parce qu'eux, ils sont à la FNSEA, parce que, une petite anecdote, pendant très longtemps, je sais pas si tu sais, mais la FNSEA, t'étais automatiquement à la FNSEA. C'est-à-dire que la cotisation syndicale était prise sur les cotisations sociales de la MSA. Oui, je savais pas. Donc, en fait, c'est pour ça que chez nous, il y en a plein, ils sont tous à la FNSEA, mais ils disent on est au syndicat. Et au syndicat, c'est la FNSEA. Donc après, il y a eu évidemment la Confédération paysanne, la coordination rurale plus récemment, mais pendant très longtemps, ils sont là. Mais en même temps, eux, ils sont plutôt à demander aussi du protectionnisme, c'est-à-dire d'arrêter d'ouvrir au cas de vent une agriculture qui ne peut pas être soumise à l'unique loi du marché. On n'a pas tous le même climat. On n'a pas tous les mêmes contraintes géographiques, on n'a pas tous la même météorologie. Comment veux-tu mettre tout le monde comme ça en concurrence ? Il faut faire du particularisme. Est-ce qu'au-delà du film, leur réussite en tant qu'agriculteur suscite des jalousies ? Est-ce qu'il y a des... Parce que souvent, dans les villages ou dans les... disons que nous, globalement, les agriculteurs sur notre zone vont plutôt bien. Enfin, ça marche plutôt bien. Donc, il n'y a pas... Alors, évidemment, il y a toujours de la jalousie entre les agriculteurs, ceux qui sont un petit peu plus modernes, ceux qui grappillent sur les terres, ceux qui... Enfin, voilà, il y a des philosophies différentes, mais globalement, ils ne se plaignent pas trop de leur situation. Parce que quand tu dis que ça se passe bien pour eux, je ne crois pas que dans le film, tu évoques leur salaire ou combien ils sont payés, etc. C'est un souhait de leur part de ne pas aborder ces questions. Non, c'est plutôt un souhait de ma part, puisque ce film, il joue plus sur les émotions et sur le... Il faut garder un aspect un petit peu universel sur le sens de la vie, le sens du travail, pour qui tu travailles, à quoi tu sers, qu'est-ce que tu transmets, puis qu'est-ce qui va se passer derrière toi. Donc, c'est plutôt comme ça qu'on raconte cette fresque familiale. Et donc, on a évité un peu tout ce qui était chiffres et données économiques. Alors, sans entrer dans le détail des chiffres, comment économiquement, c'est-à-dire là, actuellement, il y a un frère et un beau-frère, plus la maman Hélène, qui se salarient sur la ferme. Ils ont des revenus de quoi ? De cadres supérieurs, d'ouvriers, d'ouvriers spécialisés, techniciens. D'accord. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on peut se dire ils sont blindés, etc. C'est pour des gens qui travaillent autant. Oui, c'est des gens qui travaillent plus que 35 heures par semaine. Oui, mais en même temps qui ont un rythme de travail. Je ne veux pas minimiser leur travail, mais qui s'organisent un petit peu. À un moment donné, c'est intéressant. Je trouve il y a Alex qui dit dans le film.
Il était salarié avant, lui, dans la charpente métallique, et il dit c'est presque plus facile maintenant qu'il est agriculteur, c'est moins dur que quand il était salarié, parce qu'ils s'organisent un petit peu leur temps de travail comme ils veulent, ils sont chez eux, s'il faut faire une pause, ils prennent la pause, s'il y a quelqu'un qui passe, s'il y a un gamin qui est malade, on va le chercher à l'école, donc c'est compliqué. Mais quand ils disent on peut se prendre une semaine de vacances, oui, c'est jamais, ils ne vont pas partir un mois à Saint-Trope, tu vois, c'est... Non, mais ce n'est pas une question de moyens, c'est aussi une question d'envie et d'organisation, parce que les vaches, tu les traites 365 jours sur 365. Et ce qu'il y a chez eux, c'est qu'il y a une... comment dire, il n'y a aucun moment, toi qui les connais bien, il y a eu de doute ou même de se dire on va tout vendre et on va faire autre chose. Ils sont vraiment enracinés dans cette terre et ils adorent ce qu'ils font. Je m'inclus là-dedans, on est très attachés au village où on habite. On a la chance d'habiter un petit hameau où on communique beaucoup. Eux, ils sont très attachés aussi au village. Et puis, c'est vrai qu'on voit dans le film qu'ils sont contents de ce qu'ils font, qu'ils sont fiers de ce qu'ils font et qu'ils en vivent correctement. Donc, pourquoi changer? Et puis, il y a quand même un côté dans l'agriculture où il y a quand même toute la famille qui est là. Tous les 4 heures, il y a les gamins qui sont là, il y a Hélène, la grand-mère, il y a les fils, et les gamins jouent dans la ferme et tout. Donc, il y a un rapport au temps et aux besoins de vacances qui est peut-être moins prégnant que quand tu bosses toute la semaine comme un malade et que au bout d'un moment, tu dis, bon... il a besoin de souffler. J'avais relevé, là, pour casser l'ambiance quand même, en 97, donc c'était dans ton premier film, je crois que c'est André qui dit ça, il dit sur l'évolution technique, je sais plus ce que j'ai mis, on s'en est bien sorti, ça va, on est plutôt content, mais ceux qui sont partis ont eu raison, quoi, parce qu'on a, quelque part, on a raté notre vie, enfin, il y a l'histoire des femmes, ils se sont pas mariés, mais ça va au-delà, je veux dire, on a le sentiment que il y en a un d'ailleurs des 3 frères qui a l'air d'avoir eu envie de faire autre chose et d'avoir été rattrapé. Bien sûr, on passe vraiment d'une génération d'agriculteurs qui a subi, c'est-à-dire qui n'a pas vraiment choisi. C'est un peu la fatalité qui fait qu'à un moment donné, il y en a un qui revient de la guerre d'Algérie, qu'il se retrouve tout seul à la ferme, l'autre part à la guerre d'Algérie et les parents lui disent mais t'as intérêt de reprendre parce que sinon on est obligé de tout vendre, et ils sont obligés de reprendre, mais il dit mais moi c'est pas question que je reprenne tout seul. Donc il y a un autre qui arrive qui aurait bien fait autre chose, comme il le raconte très bien dans le film, mais il veut pas laisser son frère tout seul, puis il y a le 3e qui arrive, puis on dit allez hop on part à 3, il y a une espèce de devoir comme ça, et c'est très révélateur de cette génération d'agriculteurs où le célibat était très très présent, cette génération de l'exode rural. Moi quand j'étais gamin, je vais te dire, tout le monde partait. Nous, les gamins, on était vraiment les ploucs, ceux qui restions dans les villages de montagne. Quand je suis rentré d'Algérie, je me suis expliqué pendant un bout de temps que j'étais vraiment pas heureux de mon sort, de me voir cloué là. Et puis, trop consciencieux, j'ai pas osé prendre l'initiative d'y foutre tout en l'air. Alors, je suis resté quand même, en pensant que, ma foi, on verra un peu plus tard comment qu'on ferait. Et puis après, ma foi, on s'est attelé un peu trop fort à la tâche, on était un peu trop engagés, puis on y restait. Et eux, ils sont restés... C'est parce que ton père était ouvrier en bas, quoi. Il allait travailler à l'usine dans la vallée, mais nous, on est restés quand même dans le village. Mais j'ai beaucoup d'oncles et de tantes, tout ça, qui sont partis. La modernité, elle ne se passait pas dans les villages. Non, mais je sais. J'ai habité dans un village et j'ai un grand-père qui avait des vaches. Donc, tu vois, je connais un peu tout ça. Il y a plus loin, d'ailleurs, j'ai noté une autre phrase. Il y a une sorte de fatalisme. Et je crois que c'est André qui dit ça. Il dit c'est un échec sur le plan humain. On a su faire que ça. Et alors, sa vie, il a cette phrase qui est à la fois lapidaire et il dit c'est le destin qui nous l'a dessiné, la vie. Il y a un côté... mais il y a un côté missionnaire aussi, comme ça, et puis un certain fatalisme où, à partir du moment où on s'engage là-dedans, finalement, on sait déjà dans quoi on s'engage et que ça va marquer. Tu vois, dans une autre carrière professionnelle, tu dis, je vais peut-être faire ça 3 ans, puis quand ça me saoulera, j'essaierai de changer de boulot. Là, tu sais que quand tu pars, tu reprends une exploitation, tu pars pour la vie quasiment. Donc, et ça, ils sont conscients de cette fatalité, ou en tout cas ce point de non-retour dans lequel ils vont s'engager. Et il y a alors, tu démarres ton film avec les robots, avec ces trucs, c'est, comment on dit les robots, mais c'est quand même très très au point, quoi. C'est-à-dire un appareil pour traire les vaches qui
qui fonctionne avec un ordinateur. De même, la nourriture des vaches est gérée par ça. Donc, c'est une facilitation, mais ça coûte quand même très, très cher. Il faut le rembourser. Donc, c'est... eux, ils sont, contrairement à ce qu'on entend, eux, c'est pas parce que ça fonctionne plutôt pas trop mal. Ils sont pas surendettés. C'est pas des aventuriers de la finance. Quand même, ça coûte un bras. Ça coûte cher. Ça coûte 250 000 € les 2 robots qu'ils mettent, amortissables sur 10 ans. Donc voilà, c'est pas, si tu veux, c'est pas un truc complètement délirant et non calculé. Mais moi, j'aime bien commencer aussi ce film-là par ces robots de traite comme ça, parce que je sais que ça bouscule un petit peu, d'autant plus auprès des gens qui suivent ce que je fais, en disant c'est la technologie qui arrive, on s'éloigne du vivant, c'est toi, ça peut bousculer. Mais en fait, tu te rends compte que certes, il va y avoir des robots, certes, ils sont mécanisés, mais en même temps, il y a une grosse conscience sur le besoin de respecter le territoire et que finalement, la technologie, elle n'est pas incompatible avec l'environnement. Et ça, c'est pas un discours que tu entends tout le temps. Parce qu'en fait, et puis même sur la robotique, la robotisation, eh bien, il semblerait que pour une fois, de mettre des robots de traite dans une exploitation agricole de cette taille-là, ça ne s'adapte pas à tout, ça soit directement les travailleurs eux-mêmes qui bénéficient de l'allègement de peine et de douleur. Moi, je suis assez preneur quand c'est ça, parce que c'est un petit peu ce qu'on nous avait vendu dans l'industrie. À l'époque, il y avait la robotisation, on disait, voilà, les tâches pénibles vont être enlevées des ouvriers et les robots vont les soulager et tout. En fait, ça a surtout soulagé le nombre d'emplois. Et puis, les emplois qui sont restés, ils ont été pressurisés, stressés, sur des gens qui étaient ni formés pour, ni payés pour, avec beaucoup de pression. Donc, les ouvriers, ils n'ont rien gagné. Ceux qui ont gagné, en tout cas, c'est pas passé au niveau des ouvriers. Que là, comme les paysans, ils sont propriétaires de leur outil de travail et qu'ils sont maîtres un petit peu du temps sur l'organisation de la ferme, si les robots arrivent à faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de traire tous les matins, tous les soirs, comme ça, à chaque fois, c'est les travailleurs eux-mêmes qui bénéficient de la technologie. Non, mais c'est assez frappant. Et puis, il y a aussi, alors, je vais faire l'éloge de la vache, quoi, parce que je ne suis pas végétarien, mais je suis pas loin peut-être de le devenir un jour, même si, tu vois, on est tous. Il y a une beauté des vaches, quoi. Il y a un truc, ce qui est magnifique dans la ferme, c'est que les prénoms, d'ailleurs, il s'appelle Ravioli, l'autre qui s'appelle Jugeotte, l'autre Et combien il y a de vaches d'ailleurs ? Une centaine de laitières, mais comme ils veulent absolument rien acheter, ils font eux-mêmes leur élevage. Ils en ont 170, 180 avec les jeunisses avant qu'elles arrivent à l'âge adulte. D'accord, ouais. Puis on les voit sortir dans les prés, etc. Et alors, je mets ça en parallèle parce que je venais de voir ton film et en zappant sur la télé, je tombe sur un débat, je crois que c'était à BFM, avec une journaliste du Figaro, et puis je sais qu'il y avait un ancien journaliste de Libé qui s'appelle Jean Quatremer, que je connais bien et avec qui j'ai travaillé, et il vantait ces gens-là, les fermes-usines. Et il y avait cette journaliste du Figaro, qui est une spécialiste visiblement de l'agriculture, qui s'énervait contre les gens qui trouvaient que les vaches hublots, tu sais, ces fameuses vaches... pour moi, c'est le symptôme absolu de tout ce qu'il ne faut pas faire. Et elle expliquait que c'était des vaches qui étaient en très bonne santé, qu'il ne fallait absolument pas dénigrer, etc. Et ça a suscité aucune réprobation sur le plateau, quoi. Bon, ça va avec leur idéologie. Moi, tu vois, là, l'autre matin, j'étais à France Inter à la matinale dimanche matin et j'avais avec moi Jean Viard, qui invitait partout. Et j'ai pas le sociologue voilà. Et en fait, il n'est pas présenté comme ça. Toi, tu sais qu'il vient de là, mais il était quand même candidat macroniste en 2017, mais on ne le dit jamais. Non. Donc, et effectivement, dans la loge, il me dit « Ah non, et moi, ferme-usine, je suis plutôt preneur. » En fait, il a un double discours. Quand il est sur le plateau en direct, il ne dit pas ça. Mais enfin, tu te dis « Mais comment on peut dire ça aujourd'hui, toi ? Le but du jeu, c'est quand même que tout le monde arrive à vivre sur des territoires, qu'il y ait quand même du boulot, qu'on puisse réinstaller des agriculteurs, et puis qu'on s'éloigne pas comme ça du vivant. C'est pour ça que je reviens à mon histoire de ferme et de robots et tout. On est, nous, dans une ferme moderne, mais avec un bien-être animal qui va plutôt de façon croissante. Parce que, en fait, il y a un cahier des charges qui est contraignant, mais Marc et Alex, par exemple, et Hélène, puisqu'elle est officiellement à la retraite depuis décembre, mais à l'époque, ils avaient fait ensemble, ils ont élargi l'espace vital des vaches, ils leur mettent de la musique quand ils traient, ils ont des brosses et tout ça, et puis le cahier des charges leur impose de toute façon sortir les vaches au moins 150 jours par an. Ce qui fait que je crois qu'en termes de bien-être animal, elles ont plutôt gagné. Parce que moi, quand j'étais gamin, les vaches, elles restaient au moins 7 mois à la tâche, enfin attachées, dans l'étable, dans la maison. C'était tout sombre, tout nuit. On leur donnait à manger devant le nez, là, 2 fois par jour. En termes de bien-être animal, c'était pas top. Alors, c'était mieux avant. Je suis pas sûr que ce soit vrai dans le cas de ces vaches. Et là, comment les agriculteurs
enfin les éleveurs de vaches, comme les Bertrand ou d'autres, peuvent-ils, quel est leur rapport avec la création de ces fermes-usines? Il faut le dire, ils sont de plus en plus nombreuses. C'est vrai qu'il y a des associations qui luttent contre ça, mais une fois qu'elles sont implantées, il y a même des vigiles maintenant qui les gardent. Et puis ça fabrique de la viande, de la viande, je sais pas, mais c'est du lait surtout. Bien sûr. Eux, c'est sûr que c'est pas du tout leur modèle, puisque c'est le modèle qui est développé aussi en Pologne, en Allemagne énormément, enfin des modèles de groupe comme ça, mais qui fait mourir un tas de paysans, parce que comment tu veux être concurrentiel avec des fermes comme ça? On est dans un modèle libéral, dérégulé complètement, et c'est justement ce qui fait la différence dans nos zones d'appellation d'origine protégée. Donc il faut, si on veut maintenir des agriculteurs et des travailleurs sur des territoires difficiles, il faut des règles. Et il faut même augmenter le niveau d'exigence sur les règles pour augmenter le niveau de qualité de ces produits pour qu'ils soient absolument pas concurrencés. Là, tu dis ça aujourd'hui, enfin dans le débat en cours, tu te fais houspiller, quoi, parce que alors peut-être que maintenant que tu as fait le film, tu vois, mais le message passe pas. Je sais pas. Je sais pas. Écoute, j'essaye de marteler ça et ça intéresse. Ça intéresse les gens de mettre quand je mets en perspective, parce que AOP, il y a un côté folklore, toi, c'est sympa, parce que tu sais, AOP, mais il faut expliquer politiquement ce que ça veut dire. Et j'ai l'impression que ce discours, il passe quand même un peu. Et tu vois, pour avoir eu des discussions avec des gens de la coordination rurale, de la FNSEA et de la Confédération paysanne dans les débats, ils sont plutôt sur ma ligne. C'est ils savent bien qu'ils ont besoin de règles pour les protéger des accords de libre-échange et tout. Tous les interlocuteurs que j'ai vus, et y compris à la FNSEA, ils se battent contre parce que les fermes-usines, je pense à ça, parce que je trouve que c'est la quintessence de la bêtise, de la surproduction. Moi, j'ai appris ça, je ne savais même pas que ça existait. Pourtant, je m'intéresse au sujet, mais je me rappelle quand ils avaient sorti ça, les images et les photos. Mais il faudrait les interdire. Mais là, une fois de plus, c'est la règle. Donc voilà, c'est pour ça que le double discours du pouvoir, à un moment, s'ils doivent prendre des mesures, il faut qu'elles soient même coercitives par rapport à ces gens-là. Quoi. Mais moi, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne veux pas incriminer les agriculteurs qui sont étranglés par les prêts, à qui on dit on demande de mieux fabriquer, de mettre des normes environnementales, et puis qu'ils sont en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes. Encore une fois, je crois que c'est normal qu'ils demandent à avoir moins de règles pour pouvoir réussir à s'en sortir, pour pouvoir être. Non, mais c'est une vue à court terme, quoi. C'est ça. Bien sûr. Surtout, c'est une vue à court terme. Puis sur les questions environnementales et par rapport aux attentes des consommateurs aujourd'hui, on est un peu à contretemps. Oui, mais c'est comme mettre des parties de territoire en jachère. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Après, c'est évidemment toujours les plus petits qui payent pour les autres. Et d'ailleurs, une phrase. De toute façon, quand tu parles des plus petits, il y a aussi des chiffres qui parlent pour eux. Quand tu sais que 80% de la PAC bénéficie à 20% des agriculteurs, tu dis, il y a peut-être moyen d'organiser un petit peu différemment si on veut avoir une agriculture un peu plus nourricière et un peu mieux organisée. Mais c'est là qu'il y a une lourde responsabilité de la FNSEA qui est quand même débordée en ce moment un peu. Mais c'est un grand mystère pour moi, le fait que des agriculteurs dans des petites productions comme nous, locales, sont dans le même syndicat qui est dirigé par des gens qui font de l'énergie et qui donnent pas à nourrir aux gens, ou qui sont dans l'agro-business. J'ai toujours eu beaucoup de mal à comprendre. Après, alors eux, ils vont te dire, c'est parce qu'on est nombreux, c'est le gros syndicat, donc c'est là qu'on est fort. Donc voilà, l'argument qu'on me dit, je te donne les arguments qu'ils me disent. Si cette période de tumulte et de rapport de force qui s'installe pouvait changer la donne aussi au niveau du leadership de ces syndicats, ce serait vraiment une bonne nouvelle. Quoi. Mais là, de toute façon, ils ont dû rétro-pédaler, puisque déjà, je veux dire, si on avait écouté la direction de la FNSEA, tout le monde rentrait samedi et tout allait bien. On avait organisé un peu le rapport de force, ils avaient pu exprimer leur colère, on était contents, sauf que on voit bien que c'est plutôt la base qui a poussé pour que ça continue. Pour avoir vu Aurélien Rousseau, c'est ça son nom, Aurélien Rousseau, ouais. Qui est le patron de la FNSEA, qui lui est un gros chef d'entreprise, etc. T'as l'impression qu'il s'exprime un peu à contre-cœur. Il n'y met pas tout son cœur pour défendre les paysans. Donc il doit être dans il a un vrai problème mental. C'est comme Gabriel Attal qui va nous faire croire qu'il va faire front sur le Mercosur alors que c'est eux qui ont préparé cet accord. Non, mais on est dans une... Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui vont sur les plateaux pour essayer de contrer un peu. Mais je veux dire, Non, mais il n'y a pas que moi. Je pense qu'il y a... Voilà, je pense qu'il y a quand même plein de gens qui essayent d'échafauder des choses, en tout cas qui mettent les problématiques sur la table, et donc les citoyens sont un peu plus au courant. Plutôt que d'une agriculture fantasmée, il n'y a pas que des pollueurs chez les agriculteurs. Il y a une grosse diversité
modernité, et donc plus on en parle, plus on voit que l'histoire est complexe. Mais il y a un tout petit échange dans ton film, c'est la dernière citation que je ferai, qui est très court. C'est à un moment donné, il y a une conversation vers la fin du film, et je crois que c'est André qui dit mais vouloir faire plus, pourquoi ? Ouais. Enfin, il y a l'idée de... ça, c'est Marc, c'est la génération d'aujourd'hui qui dit ça. Qui dit justement sur l'histoire des robots et tout, il dit nous, on ne veut pas faire plus, on veut faire mieux et moins. Il dit pourquoi faire plus ? Ça sert à quoi ? En fait, eux, toute la modernité, quand ils raisonnent en termes de modernité, c'est vraiment pour essayer d'avoir une vie plus conforme avec le reste de la société, c'est-à-dire s'alléger de la charge, s'alléger du temps de travail pour qu'eux, puisqu'ils ont des enfants, contrairement à la génération d'avant, c'est qu'ils aient une vie de famille qui soit plus conforme aux autres vies de famille ou là où il y a aussi des enfants. Ton film s'achève, c'est une scène que je trouve magnifique, c'est le goûter. C'est-à-dire t'es là, et il y a de la joie de vivre, tu dis rien, il y a zéro comment, mais t'as les gamins qui sont là, qui goûtent et tout, et tu sens déjà, tu nous as préparé le terrain, que dans leurs yeux, ça pétille, quoi. Et qu'ils ont peut-être ils reprendront pas la ferme, mais on a ce sentiment qu'on est vraiment dans une transmission, quoi. C'est un film qui transmet, c'est une famille qui transmet, et il y a comme du bonheur qui s'instille, quoi. Et c'est assez beau, c'est ce qui fait que le film est réussi, enfin, entre autres. Écoute, si tu le dis, je veux bien te croire. Mais parce que toi, tu as dû avoir un problème. Comment tu l'as écrit, enfin, comment ça t'est venu ? Ça m'intéressait de voir cette future génération qui arrive, parce que peut-être que quelqu'un filmera la ferme dans 25 ans, moi ou quelqu'un d'autre, donc c'est bien de voir les gamins pour voir ce qu'ils vont devenir. Et puis, effectivement, quand on s'installe sur 50 ans dans une ferme, la question de la transmission, elle est omniprésente. Et donc là, on sent arriver ces périodes-là avec des enfants qui veulent tous devenir agriculteurs pour le moment. On sait que l'avenir en décidera sans doute autrement. Ils ne pourront pas tous devenir agriculteurs. Mais il y a un truc qui est sûr et que je trouve beau, moi, chez les enfants d'agriculteurs, c'est qu'ils connaissent le métier de leurs parents, mais comme aucun autre enfant d'autres professions. C'est dingue, ils connaissent tout. Ils connaissent évidemment les vaches, mais les tracteurs, les saisons, pourquoi on fait tel geste à tel moment, pourquoi... C'est dingue. Et je connais vraiment... Je vois... on avait, dans Reprise en main, on avait écrit une scène où le père emmène ses enfants dans l'usine pour qu'ils comprennent pourquoi le père se battait, qui est une scène très belle. Et c'est pour ça que moi, cette question-là, elle me taraude. C'est qu'on est dans une société aujourd'hui où les gamins ne connaissent plus le boulot de leurs parents. Et parce que les parents savent plus trop quel boulot ils font, en tout cas, pour qui ils travaillent, à quoi ils servent. Donc le sens du travail se dilue et est complètement perdu. Donc les gamins ne connaissent pas vraiment le boulot de leurs parents. Au moins, là on sent, dans cette scène finale aussi, qui sont impliqués dans le dialogue familial, et donc la transmission se dessine petit à petit avec effectivement des gamins qui sont heureux d'être dans cette ferme. Des gamins heureux, un cinéaste heureux aussi, parce que c'est pas tous les jours qu'on a... Tu sens que le succès commence à se dessiner, quoi. Et nous, moi, je suis en tout cas très content de t'avoir reçu aujourd'hui et de dire que ce film est magnifique, quoi. Et donc, il faut aller le voir, il met de bonne humeur, et en plus, il fait gamberger. Merci beaucoup, Gilles. Merci pour d'être l'accueil. venu à Blast. À bientôt. Bon courage pour la suite aussi. Ouais. Et nous, pour la suite, il faut que vous vous abonniez, il faut que vous faites des dons, quoi. Blast ne vit que... C'est pas tellement de la générosité, c'est une forme d'implication, quoi. C'est-à-dire, quand on s'abonne à Blast, on s'abonne à un projet. On est une coopérative, comme tu le sais, tout est redistribué dans l'outil de travail, les salaires, etc. J'ai pas touché mes dividendes cette année. T'en auras pas. Mais tu t'es abonné ou pas ? Ah non, je suis pas abonné, je crois. Bon, voilà, on a fait un abonnement, là. Ah bon, d'accord. Non, mais je le note. Parce que l'abonné, si tu veux, toutes les semaines, il y a une newsletter. Non, je te fais de la pub et tout ça. Et par exemple, la semaine prochaine, on dira l'émission avec Gilles Perret. Enfin, tu vois, on envoie un petit extrait. Et puis, il y a aussi on a une newsletter. Non, mais ça, j'ai vu. Mais c'est vrai que j'avais donné des sous au début, après j'ai dû m'abonner l'année dernière, puis après je suis pas sûr que je me sois non, mais comme on n'est pas très bon, nous, en ingénierie et tout, il faut qu'on s'améliore aussi. Tu sais, si tu voyais moi le merdier que... peu importe. Il faut qu'on se robotise un peu, nous aussi. Bon, en tout cas, abonnez-vous à Blast, et puis merci à tous, et à bientôt. Au revoir. Merci Gilles, beaucoup. Salut, à bientôt.